Alors, l'ennemi, un concept en apparence simple. D'entrée de jeu, on pense à son envers, l'ami, mais sous cette dichotomie-là se cachent des réalités d'une complexité considérable, je dirais, pour ne pas dire la vie en société dans son ensemble. Parce que oui, réfléchir au thème de l'ennemi, c'est réfléchir à son rapport à l'autre, mais c'est également réfléchir à son rapport à soi, pour dire ça comme ça, parce qu'on peut aussi, comme individu ou comme société, être soi-même, son propre ennemi, finalement. Ben, on le dit souvent, Ouais. on le dit aux enfants, Ouais. puis on se le dit entre nous, nous sommes nos meilleurs ennemis. Ou nos pires Oui, ennemis. oui, c'est ça, nos pires ennemis. Mais il reste que l'ennemi pose un problème qui est en apparence très simple, c'est-à-dire un ennemi. Mais là, on entre dans une sorte de profondeur de la condition humaine. Ouais. Et oui, ça implique le mal. L'ennemi, c'est le mal, mais il va prendre toutes sortes, c'est Toutes sortes de formes, toutes ouais. sortes de formes. L'adversité, le mot adversaire, le mot adversité. Le temps est notre ennemi, la maladie c'est notre ennemi. Beaucoup d'éléments, de dimensions de la conscience humaine, du fait de vivre. Le froid peut être le froid peut être votre ennemi, la faim peut être votre ennemi, le désert va être votre ennemi. Donc il y a une sorte d'obstacle qui est devant soi. Et l'ennemi, une réflexion sur l'ennemi, ça ouvre une réflexion, c'est une porte qui s'ouvre sur un univers sans fin. Ben justement, l'ennemi peut être public, il peut être à abattre, l'ennemi peut gagner du terrain, on peut anéantir l'ennemi, on peut foncer sur lui. Au contraire, on peut être à sa solde, on peut se rendre ou négocier avec lui, on peut composer avec lui, on peut parlementer, on peut même en arriver à faire la paix avec l'ennemi, ce qui avait fait dire à Nelson Mandela que pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi-là et cet ennemi devient du coup notre associé. Tout à fait. Mais néanmoins, il a quand même été dit quelque part, aimez-vous les uns les autres. Oui, quelque part. Donc, quelque part, il y a une sorte de recherche de paix et en même temps, on pourrait dire, moi, je ne me cherche pas d'ennemis, je ne veux pas d'ennemis. Ou la phrase consacrée au salon mortuaire, cet humain, cette femme, cet homme n'avait pas d'ennemis. Alors, c'est-tu beau, ça? Tu vis une vie sans avoir d'ennemis. Ouais. C'est une bonne vie, c'est une vie vertueuse que de ne pas avoir d'ennemis. Mais en même temps, vous pouvez dire, c'est quand même quelqu'un, il savait choisir ses ennemis, respecter ses ennemis, des choses comme ça. Alors, vous voyez, c'est un kaléidoscope de commentaires possibles sur la condition humaine, je répète. Je faisais référence à Nelson Mandela, à l'inverse, un penseur dangereux, je dirais, parce qu'il fut un nazi comme Carl Schmitt, avait une conception du politique qui reposait sur une distinction nécessaire entre l'ami et l'ennemi. Pour lui, le politique existait tant et aussi longtemps que cette distinction-là demeurait et qu'un groupe remettait en question un autre groupe, la guerre, évidemment, étant l'aboutissement ultime du politique. C'est intéressant d'un point de vue théorique, mais lorsque mis en pratique, c'est un peu moins le fun. Je sais pas, moi, si j'ai à ouvrir un livre de philosophie avec mes enfants, j'irai pas chercher une Bible nazie. Non. Mais il reste que, non, on peut dire à l'inverse, ce n'est pas nécessaire. L'ennemi, c'est une pathologie de l'existence humaine. Parce qu'à l'inverse, plus tu connais quelqu'un, Bergson nous le dit très clairement. Ben oui, apprends la langue de l'autre, apprends l'histoire de l'autre, apprends la parenté de l'autre, apprends les valeurs de l'autre, puis tu vas te mettre à le... C'est très rare, très rare que tu vas te mettre à le haïr au terme de 15 ans, 20 ans. Parce qu'autrement, c'est une vision qui polarise, ça évacue les nuances, mais en même temps, c'est sécurisant. Il y a nous et les autres. Hein? La vérité, pour dire ça comme ça, on le sait, se situe souvent entre on a les deux. toujours dit l'imbécilité, c'est la paresse intellectuelle. Alors, quand tu dis 1 plus 1, tu vas résoudre... si le monde, il y a 2 sortes de monde dans le monde. Il y a ceux qui mangent des cherry blossoms, il y a ceux qui mangent des caramels. Bon, vous êtes caramel, je pense. Non. Moi, je prends les deux. Mais, bien sûr que je prends les deux. Mais c'est toujours de réduire le raisonnement. À la fin, on est un imbécile. On peut être son propre ennemi, on peut gérer ses rapports avec l'ennemi, mais l'ennemi le plus menaçant n'est pas celui, au fond, dont on sait rien du fait qu'il est notre ennemi.
Mais non, l'ennemi le plus... Puisque l'ennemi est intérieur et extérieur, puisque nous sommes notre propre ennemi... l'ennemi qu'on ne sait pas... Le problème de la localisation et de l'identification. C'est très difficile. Était-il mon ennemi? En fait, le pire ennemi, c'est ton ami qui va te trahir. C'est ça. C'est celui qui est déguisé en ami, qui s'est infiltré dans ta vie. Et c'est ça, c'est peut-être le pire ennemi. Et qui agit derrière toi dans l'ombre. Ça et le temps, parce que le temps peut difficilement gagner contre l'ennemi. Ben, si on avait fait plus d'émissions sur l'ennemi, il aurait fallu qu'on attaque la notion de temporalité. C'est la pire. C'est la pire. L'ennemi, le temps est le pire allié, et le meilleur allié et le pire ennemi en même temps de l'être humain. Quel paradoxe. Dans quelques instants, l'étudiante en sociologie et militante féministe Dalila Awada nous fait le plaisir de se joindre à nous. Dalila, vous portez le voile depuis l'âge de 13 ans. Qu'est-ce que vous répondez à ceux et celles qui victimisent systématiquement les femmes voilées? Mais je pense que c'est important de reconnaître qu'effectivement, il y a des femmes qui le portent puis qui vivent dans des rapports de domination. Des femmes qui sont soumises, oui, ça existe. On peut en donner plein d'exemples. Puis effectivement, dans certains coins du globe, le voile est instrumentalisé à des fins politiques. Mais je considère qu'au Québec, on est un pays libre. On est dans une société qui est libre. Donc, le fait que les femmes le portent ici, cela a une valeur plutôt culturelle, spirituelle, religieuse, mais politique, au Québec, je ne penserais pas. Alors, c'est un extrait de l'émission Tout le monde en parle, datant du 29 septembre 2013, dans lequel on entendait notre première invitée. Ce soir, accordé une entrevue qui a fait, à l'époque, beaucoup jaser, notamment on vient d'entendre, en ce qui concerne le port du voile. Elle est québécoise, musulmane, féministe. Ah, c'est beau. Elle est aussi étudiante en sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Dalila Awada, bonsoir, bienvenue à C'est Fou. Bonsoir. Bonsoir à vous. Ah, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Alors, vous avez touché un point sensible parmi les féministes avec cette déclaration sur le voile. Certaines féministes qui disent non, c'est très simple, tout voile est marqué négativement. Alors, comment avez-vous vécu cette sorte de fracture, là, de voir, vous êtes féministe, puis là, vous avez vos amis qui se retournent contre vous, puis qui disent, alors, c'est quoi, une sorte peut-être d'ennemi pour certaines féministes? Ça plaît pas à tout le monde que des femmes musulmanes se proclament féministes. Ça, c'est un fait, principalement parce que souvent, ça va être des femmes qui ont un rapport très émotionnel avec la religion. Ouais. Puis c'est un peu ça qui est arrivé en 2013-2014, c'est que de revendiquer haut et fort ce féminisme-là, mais ça l'a irrité. Puis les gens, ils voient souvent des contradictions. Alors que c'est super cohérent, tu sais, je le dis puis je le redis, les femmes musulmanes, comme les autres femmes, vivent leur émancipation et leur liberté à leur façon. Donc, si pour certaines, ça passe à travers la foi musulmane puis ça passe à travers le port du voile, ben qu'il en soit ainsi, tu sais. Est-ce qu'il y a de l'espoir, selon vous, pour un rapprochement des féministes de tous les horizons, sous le grand chapeau de la cause des femmes, ou est-ce que vous sentez que la polarisation des discours féministes semble être là pour de bon? Ou la division, sans parler de polarisation? Là? Je pense qu'il y a certains conflits d'idées qui sont nécessaires et qui sont sains dans un débat, dans une société démocratique. C'est correct que les féministes soient pas toujours d'accord sur tous les points. Mais on peut quand même se rejoindre quelque part et on peut quand même se respecter. On peut se dire que la réalité des femmes est différente. Puis c'est normal que les femmes musulmanes ou que n'importe quel autre groupe de femmes, disons, issus de la diversité ethnoculturelle, ne conçoit pas, comme je dis tantôt, son émancipation de la même façon. Donc, on peut pas penser que la réalité des femmes québécoises, la manière que les outils qu'elles ont utilisés pour se sentir plus libres et plus émancipées vont être les bons outils pour d'autres femmes aussi. Donc, des confrontations, on en a besoin, tu sais, mais toujours dans le respect. On parlait des féministes tout à l'heure. Vos parents sont libanais d'origine, mais vous êtes né au Québec. Est-ce que vous avez l'impression de vous sentir chez vous, parfois, en territoire ennemi? Et là, je disais qu'on faisait référence au féminisme, mais plus largement au Québec. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous sentir comme une ennemie potentielle, peut-être plus encore depuis les événements de Paris? Et si oui, comment on vit ça?
C'est plus un secret pour personne. L'image des musulmans dans les médias et partout, dans toutes les sphères de la société est malmenée. La représentation qu'on fait d'eux est caricaturale, super négative. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, ça a des répercussions dans le quotidien, et surtout pour une femme qui porte un foulard. Donc, elle est visible. Les gens la remarquent tout de suite dans la rue ou dans les transports en commun. Puis, ça peut arriver qu'il y ait des actes de racisme, de la discrimination à l'embauche, dans la recherche de logement. Donc, cette espèce de surreprésentation négative des musulmans, elle impacte sur le quotidien des gens. Donc, effectivement, quand il arrive des attentats comme à Paris, par exemple, ce qui est arrivé récemment, immanquablement, la semaine qui a suivi, les regards étaient plus insistants. On entend des commentaires. Les gens sont verbalement violents. Donc, ça l'impacte. Mais permettez-moi, Serge, vous étudiez en sociologie en ce moment, vous terminez, je pense, un baccalauréat. On fait appel à la future sociologue que vous êtes. De quelle manière on s'attaque à ce problème-là des perceptions erronées, des préjugés? Comment on s'y prend? La construction, on parlait tantôt de l'ennemi. Cette construction de l'ennemi, elle imprègne l'imaginaire collectif et c'est difficile de déconstruire ce qui a été construit depuis autant d'années. Donc, à mon avis, ce qu'on peut faire, c'est de se parler, déjà le dialogue, et aussi de traiter de la question de façon plus responsable. Sortir du sensationnalisme. Là, je fais allusion beaucoup aux médias populistes, par exemple. Ça a des graves conséquences. Donc, déjà, d'aborder ces sujets-là de manière responsable, ne pas déshumaniser les principaux concernés, leur parler à eux, leur donner la parole à eux, puis toujours se questionner sur les causes profondes qui nous divisent. Est-ce que vous avez, permettez-moi, l'impression qu'on vous donne assez souvent la parole ou au contraire qu'on parle trop souvent en votre nom, en vos noms? Je pense qu'il y a de plus en plus, je dis on, mais je parle d'un point de vue large, on comprend l'importance de donner la parole aux principaux concernés. Puis je parle pas juste des musulmans. En général, quand on parle d'un sujet, c'est légitime, puis c'est tout à fait normal que les personnes qui devraient se prononcer sur le sujet, c'est ceux qui sont concernés. Donc, en ce sens-là, ça va de mieux en mieux, mais encore une fois, la parole est souvent confisquée. On écrit l'histoire de ces personnes à leur place. Ouais. Et là, ça parle à Serge, ça. Oui, mais il y a un optimisme, au fond. Moi, je comprends bien ce que vous dites. Je le comprends même très, très bien. Mais vous amenez des choses précises, des subtilités, des cohérentes, tout à fait cohérentes, quand vous parlez du voile, par exemple. Et là, vous dites qu'il y a une différence entre un vêtement de soumission puis un vêtement assumé. Il y a une différence entre... On a quand même le droit de croire en Dieu. Et puis on a quand même le droit de l'afficher d'une façon ou d'une autre. Je sais pas, moi, je pourrais porter un gros maudit crucifix, là, puis ça s'est fait pendant longtemps. Oui. Vous arriverez avec de belles subtilités dans une discussion qui n'est pas subtile. C'est un peu ce que vous dites. Et c'est ça qui est difficile, au fond, à réconcilier. Je pense que la position de milieu, disons, la position qui apporte des nuances est la position la plus difficile. Parce que c'est facile de trancher en deux camps, d'avoir un discours. Ennemi, et oui, c'est ça. Puis de séparer les gens comme ça en deux, puis d'avoir un discours super comme catégorique. Moi, je trouve que c'est une position qui est très facile. Mais quand on essaie d'apporter des nuances et des subtilités, c'est nécessaire, mais ça nous met dans une posture plus difficile parce qu'on se fait des amis et des ennemis de tous les bords. Non, c'est intéressant parce que on pourrait avoir un discours, on dirait, mon Dieu, que la vie est plate quand on est tous pareils, on est tous la même, c'est gris, on est tous habillés avec des habits, c'est gris, puis ça s'appelle, on est des laïcs, qui allons travailler, on est des mais que c'est donc beau une société où on est un peu plus coloré, où les teints sont plus foncés, vous avez des beaux visages, un beau visage comme le vôtre, là, on est à la radio, mais un peu de couleur dans notre société. Et quand on amène cette idée-là, on combat un courant très, très fort qui s'en va à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va tout de suite vous dire, vous êtes musulmane, donc votre foulard est musulman, puis donc on est en maudit. Ouais, puis c'est dommage parce que la réalité démographique, sociale du Québec a changé. Il y a de plus en plus de diversité. Donc c'est rendu une société super cosmopolite puis tout. Puis je le vois comme une richesse. Puis je crois pas que faut avoir peur du mélange. Au contraire, une identité qui est forte, c'est une identité qui a pas peur d'être confrontée à d'autres identités puis à d'autres cultures. Peut-être une dernière question, Dalila. À Ouada, il y a beaucoup d'actes de violence faits au nom de l'islam. Est-ce que vous percevez les terroristes qui commettent ces actes-là comme des ennemis intérieurs, des criminels qui détournent en quelque sorte le sens de votre croyance? Absolument. On le dira jamais assez, mais ces gens-là, les principales victimes qu'ils font, c'est des musulmans, notamment dans les pays
ici, oui, mais aussi là-bas, il y a beaucoup de musulmans qui payent de leur vie. En fait, ils constituent le chiffre le plus élevé de victimes. Donc ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, ils salissent beaucoup la réputation des musulmans. Puis ils viennent nous mettre un fardeau sur le dos parce que c'est nous qui occupons, qui sommes là à devoir se justifier, à se distancier, à expliquer. Puis pendant ce temps-là, on se questionne pas sur les causes profondes qui provoquent ce genre d'épisodes violents. C'est des causes politiques bien avant d'être religieuses. À un moment donné, il va falloir qu'on se le dise. Là. En même temps, vous comprenez les réactions des féministes que vous avez eues immédiatement après votre passage à Tout le monde en parle. Vous avez eu des commentaires très de femmes qui ont 60 ans et plus, québécoises, qui ont connu à l'époque de la dominance épouvantable des patriarches, des curés, et puis qui ont eu à lutter terriblement pour se sortir de ça. Alors, vous le comprenez aussi, c'est de réagir en disant « maudite religion ». Évidemment, je peux comprendre, puis la compréhension est importante dans les débats. Mais je peux le comprendre jusqu'à un certain point. Là où ma compréhension s'arrête, c'est quand on infantilise puis on est super paternaliste envers d'autres femmes juste parce qu'elles ont fait des choix différents des nôtres. Donc ça, je le comprends pas, puis je trouve ça inacceptable. Dalila Ouada, vous êtes une musulmane québécoise, féministe, étudiante. Alors vous avez un avenir formidable devant vous. À l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris ce moment avec nous en ce samedi soir. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Merci, au revoir. Mon but, c'est ça, c'est de dire il faut avoir de l'empathie envers l'autre, envers notre ennemi, pour réussir à comprendre comment régler le conflit. Il y a des Ukrainiens qui m'en veulent de leur dire que c'est pas seulement à cause de la Russie ce qui se passe dans leur pays. Je leur dis, vous avez le droit de m'en vouloir, mais tant que vous n'arriverez pas à trouver une place à ces russophones qui habitent dans vos frontières, vous ne réglerez pas votre conflit. Alors, c'est un extrait d'émission de retour ici Radio-Canada Première au Saguenay-Lac-Saint-Jean, datant du mois dernier, alors que notre prochain invité y était interviewé concernant son plus récent livre, Ukraine à fragmentation. Frédéric Lavoie est journaliste indépendant, animateur de l'émission de télévision À table avec l'ennemi, évidemment la cuisine est omniprésent, et série qui sera rediffusée dans quelques jours à TV5. Alors on le retrouve à Chicago, où il vit désormais. Alors, on ne recule devant rien. Il est à Chicago. Frédéric Lavoie, bonsoir, bienvenue à C'est Fou. Bonsoir, merci. Je suis content d'être là. Bonsoir, Frédéric. Depuis 2006, au moment où vous étiez arrêté et mis en prison en Biélorussie pour avoir couvert une manifestation jusqu'à aujourd'hui, les ennemis, le concept d'ennemi vous intéresse particulièrement et visiblement. Une question toute simple. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir d'ennemis. Alors peut-être que j'essaie de comprendre comment on se fait des ennemis, pourquoi on se fait des ennemis. Depuis, je pense que je suis tout jeune, j'ai jamais vraiment cherché la confrontation avec les autres. Puis même, quand je regardais le hockey, moi, j'avais pas envie nécessairement de prendre pour une équipe ou pour une autre. J'ai toujours voulu, en fait, quand ceux qui étaient en train de perdre, j'aurais voulu qu'ils reprennent un peu du devant. J'ai toujours cherché à une certaine balance dans tout ça. Donc, je pense que c'est un peu la suite naturelle de ce que je suis, d'essayer de comprendre les conflits à travers ce prisme-là. Justement, quand on n'aime pas les conflits et qu'on les couvre sans cesse, est-ce que ça forge notre regard? Est-ce que ça nous pousse à chercher ici et là, parfois, la réconciliation pour les ennemis en cause? Moi, c'est ce qui est arrivé pour moi, en tout cas. C'est-à-dire que on m'a proposé, là, il y a maintenant plus de 2 ans, d'animer À table avec l'ennemi. Mais, donc, c'était pas mon idée. Mais en même temps, ça cadrait complètement avec ce que je faisais dans la vie. C'est-à-dire que quand j'étais, par exemple, j'ai habité 5 ans en Russie, quand je rencontrais des opposants à Poutine qui me parlaient du régime poutinien, je n'arrivais pas à prendre pour du cash, si vous voulez, tout ce qu'ils me disaient. Souvent, il y avait des faussetés par rapport au régime qui était véhiculé. Et évidemment, la même chose de l'autre côté, quand je parlais avec des gens qui étaient pour le pouvoir. Et à un moment, je me disais, mais
pourquoi ils s'assoient pas l'un en face de l'autre? Pourquoi on les oblige pas à se regarder dans le blanc des yeux et à se confronter face à... Parce que la moitié des choses qu'ils disent sur l'autre sont fausses, factuellement parlant, et le reste, il y aurait sûrement moyen de faire en sorte qu'ils s'entendent sur certaines choses. Donc, quand on m'a proposé d'animer à table avec l'ennemi, je me suis dit, oui, absolument, c'est ce que je veux faire. J'ai envie de m'asseoir devant des gens qui saillissent puis essayer de les faire s'aimer un peu plus. Maintenant, dans le cadre de cette émission dont vous parlez, à table avec l'ennemi, vous avez du comparatif. C'est-à-dire, vous êtes promené beaucoup, vous êtes allé en Colombie, à Gaza, au Mexique. Est-ce que vous commencez à avoir une définition de l'ennemi? En fait, l'ennemi, c'est un peu celui sur lequel on peut rejeter tout ce qu'on ne veut pas avoir, tout ce qu'on ne veut pas prendre sur nous. Souvent, l'ennemi, il est proche de nous, en fait. Et c'est ça ce dont je me suis rendu compte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourrait être nous. Mais justement, parce qu'on ne veut pas prendre ça sur nous, ce ne sera pas nous. Je prends un exemple. Quand on était à la frontière américano-mexicaine, on a rassemblé des anti-immigrants et il y avait une immigrante sans papier autour de la table aussi. Et une question que j'avais posée à cet anti-immigrant, qui était en fait un ancien garde-frontière, je lui ai demandé, celle qui est devant vous, est-ce que vous croyez qu'elle devrait être déportée? En gros, donc je le confrontais face à son ennemi devant lui. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Évidemment, il a détourné un peu la question, mais ce qu'il a répondu, surtout, il a dit « À sa place, j'aurais fait la même chose. Je serais venu, moi aussi, si j'étais dans une situation socio-économique difficile, moi aussi, j'aurais cherché à aller à un endroit, même illégalement, où je me sentirais mieux. » Donc, on comprenait que lui-même pourrait être son propre ennemi s'il était l'autre. Alors, ça vient montrer l'absurdité souvent des conflits et comment l'ennemi, finalement, c'est celui envers qui on n'arrive pas à avoir de l'empathie, mais en fait, souvent, il nous ressemble beaucoup. Justement, un conflit, ça peut opposer des ennemis qui sont très proches, culturellement, géographiquement aussi, mais parfois, c'est le contraire. Les ennemis sont à des années-lumière sur le plan culturel, géographique, politique. Qu'est-ce que ça change, selon vous? Je pense que plus l'ennemi est proche de nous, plus on essaye justement de se détacher de lui parce que, premièrement, on habite souvent le même territoire, donc on essaie de faire en sorte qu'il soit encore plus autre. Mm-hmm. Alors que lorsqu'il est déjà étranger, la démonisation, la diabolisation est beaucoup plus facile parce que il est de l'autre côté d'une frontière, on n'a pas besoin de le confronter à tous les jours. Donc, on a juste à cesser le dialogue et on va pouvoir continuer à vivre et voilà, mettre tout sur son dos. Alors que quand il est à côté de nous, il faut réussir à le diaboliser assez pour qu'on ait une raison de le haïr. Et souvent, on va aussi se rapporter, on va rechercher dans l'histoire les vieilles doléances qu'on avait enterré pour les ressortir et dire, voilà, j'ai une raison d'haïr cette personne. Mm-hmm. Mais justement, à propos de l'histoire, on a l'impression dans l'histoire de l'humanité que ça nous prend un bon ennemi pour avoir une bonne nation. C'est-à-dire, à bonne nation, bon ennemi, puis plus il est simplement défini, plus il est caricaturalement défini, c'est vraiment un écœurant, là, ça veut dire qu'on est en forme. Ça nous permet de se définir nous-mêmes. Ça nous permet de définir la nation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qui est triste, justement. C'est quand on essaie de se définir par rapport en diabolisant quelqu'un d'autre pour avoir l'impression d'être vertueux. Je pense que c'est là que ça commence. Les problèmes commencent là. Et ce n'est pas sain, je pense, comme société, de se définir par rapport à ses ennemis. Et je me rappelle, justement, mardi dernier, je regardais le débat républicain des candidats à la présidence du Parti républicain qui disaient tous, je sentais comment ils étaient contents de dire « America is at war ». L'Amérique est en guerre et comment c'était satisfaisant de pouvoir dire aux gens « On a un ennemi, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas le problème ». On existe aussi. Oui, voilà, on existe. Vous êtes toujours parti un peu comme un anthropologue. D'ailleurs, vous avez défini un peu l'anthropologie avec la notion d'empathie et de comprendre l'autre. Mm-hmm. Une sorte d'anthropologie universelle et très, très moderne. Mais vous êtes toujours parti. Vous êtes à la trotte tout le temps. Est-ce que vous revenez au Québec parfois, puis vous sentez-vous étranger dans votre propre pays quand vous revenez?
Je reviens de plus en plus souvent maintenant que je suis à Chicago. C'est un peu moins cher et moins loin de revenir. Alors, vous ne cherchez pas un chauffeur privé, j'irai vous chercher. Vous êtes le bienvenu. Si je peux avoir un livre de retour, ça fait toujours ça de gagner. Mais je commence, je pense, à... Mon nous se ramollit, mon nous québécois, je pense. Et c'est tant mieux pour moi, c'est-à-dire que je continue à être profondément québécois. Je suis né à Chicoutimi, j'ai passé les 20 premières années de ma vie là-bas. Donc ça ne peut pas s'enlever. Mais s'il y a une chose que je suis fier peut-être, c'est d'avoir réussi à me rapiécer peut-être une citoyenneté un peu plus internationale qui me permet de comprendre le monde un peu mieux comme ça. Mais voilà, on peut pas se détacher de nos racines, mais en étant conscient d'où proviennent mes billets, là, B-I-A-I-S, ça me permet de mieux approcher les différentes problématiques sur lesquelles je me penche. Belle aventure, une très très belle aventure de vie, Frédéric Lavoie. Journaliste, auteur, animateur d'émission À table avec l'ennemi, qui sera rediffusé sur les ondes de TV5 à partir du lundi, le 21 décembre. Ouais. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle fin de soirée. Moi, je dirais pas dans la ville des Vents, je dirais dans la ville de Blackhawks, le révolutionnaire, l'Indien, qui ne voulait pas être déporté. Votre ville préférée, d'ailleurs. Et c'est ma ville préférée. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, au revoir. Au revoir. Vous écoutez l'émission C'est fou sur ICI Radio-Canada, première. Le débat sur le projet de loi proprement dit débutait en soirée mardi. Un débat ponctué de remarques partisanes de toutes sortes, surtout méprisables. C'est ainsi que mardi soir, se portant à la défense du budget chrétien, le ministre des Transports, Otto Lang, assimilait les séparatistes à l'ennemi à abattre et accusait les conservateurs de racisme. Les députés sérieux se rendront compte que l'opposition essaie d'adopter une politique bipartisane face à ce type d'attaque séparatiste. Il importe que le Canada traite avec les séparatistes tout comme sur la scène internationale, on traite avec l'ennemi en temps de guerre. Un extrait de l'émission La semaine à la Chambre des communes datant de 1978, dans lequel on y entendait le ministre fédéral des Transports, Otto Lang, parler des bons et des méchants qu'on doit combattre comme à la guerre, ce qui met la table pour une discussion philosophique sur la dichotomie ami-ennemi avec Jérémy McEwen, professeur de philosophie au Cégep, au Collège Montmorency. Bonsoir à vous. Salut. C'est fou. Salut. Merci de me recevoir. Pour la petite histoire, on entendait dans l'extrait le budget chrétien. Pardon, on a souvent tendance à l'oublier, mais Jean Chrétien fut, oui, le ministre des Finances canadien de 1977 à 1979. Est-ce que vous vous souveniez de ça? Non. Non, même pas Serge? Depuis ce temps-là, on paye la dette. Alors, Jérémy McEwen, cette conception-là de la politique en termes d'amis, d'ennemis, est-ce que c'est bien, mal? C'est justement, c'est ça le problème, de voir les choses aussi de façon aussi dichotomique. Ouais. Ma réflexion à propos du concept d'ennemi, en fait, je ferai un pas en arrière et je commencerai plutôt avec l'idée d'adversité, les adversaires qui s'affrontent, parce que de traiter un adversaire politique comme un ennemi, ça fait partie du problème. J'étais, il y a un mois, dans une conférence de Charles Taylor, illustre philosophe qu'on aime consulter, qu'on aime écouter. Qui est déjà venu ici à ce micro. Oui, effectivement. Il disait finalement qu'une démocratie saine, la caractéristique fondamentale, c'est qu'il y a des espaces publics où des adversaires idéologiques peuvent s'affronter, mais de façon pacifique. Qu'il n'y a pas justement cette entrée dans un langage complètement belliqueux d'amis, ennemis. Ça stimule le débat pacifique, ça fait une société dynamique. Et non seulement ça, disait-il, mais ça permet à l'individu de se forger une identité. S'il y a plusieurs points de vue qui existent, mais non seulement dire qu'il y a plusieurs points de vue qui existent, mais vraiment en adopter un, l'individu peut se créer une identité dans cette collectivité-là, mais de façon pacifique, en entrant en dialogue avec l'autre, finalement. C'était cette conférence, je dois dire, je suis sorti, c'était assez simple, finalement, ce qu'il disait, M. Taylor. Je veux dire, c'est une critique qu'on fait souvent dans les démocraties, c'est-à-dire on veut éviter la pensée unique, que tout le monde soit un peu gris, un peu pareil. On veut du débat. On veut du débat, on veut de la dissension, on veut pas trop de rectitude politique. Mais je pense qu'il y avait bien plus qui était dit par M. Taylor implicitement, c'est-à-dire
ce qui le distinguait, c'était le glissement, finalement, d'une notion d'adversité, d'affrontement d'adversaire vers une notion d'ennemi, finalement, et d'une version trop dichotomique. Qui polarise énormément. Exactement, parce que, bon, le débat, la compétition saine que peuvent avoir des adversaires, puis bon, je pense à la métaphore sportive, c'est tout à fait sain, c'est tout de fait bien et normal. On appelle ça l'esprit sportif. Exactement. On peut s'affronter sérieusement, mais on est du même camp, finalement, quand on se relève après. Et il y a un exemple qu'on connaît bien ces jours-ci qui aime parler fort, qui aime trancher les choses noir ou blanc, c'est Donald Trump. Donald Trump, c'est tout ce qu'il fait tout le temps, désigner des amis, des ennemis, et c'est soit avec lui ou contre lui. Et en cela, il reprend le langage de George Bush fils. C'est exactement ce qu'il avait fait en 2003 lors de la guerre en Irak. Il disait soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Il n'y a aucune diversité complémentaire. C'est vraiment des blocs monolithiques qui s'affrontent. Et bon, Trump, par contre, le fait encore davantage que Bush fils, je pense. C'est-à-dire que sa logique d'exclusion et sa logique violente, finalement, est appliquée à l'intérieur même des États-Unis. C'est-à-dire, il veut purifier complètement l'intérieur des États-Unis de tout ce qui pourrait être perçu comme étant autre. Un ennemi. Il y a quelques mois, les ennemis, c'était qui? C'était les immigrants illégaux mexicains. Ils voulaient tous les déportés. Ils voulaient faire un mur à la frontière mexicaine entre les États-Unis et le Mexique, carrément. Plus récemment, c'était les musulmans qui ne voulaient plus laisser rentrer pendant un certain temps aux États-Unis. Bref, ils désignaient des ennemis à droite et à gauche parce que c'est simple. Parce que, justement, il crie. Il a l'air à se faire plaisir, d'ailleurs, à faire le bouffon devant les gens. Bon. Il y a un drôle de visage. Il y a un très drôle de visage. C'est pas humain. Il se plie le visage. C'est très élastique. Ouais. C'est un peu comme Courtemanche. Là. Il était capable de performance. Oui, c'est une performance, carrément. C'est une performance physique. Il est pas très beau. Certainement, c'est facile. C'est facile de le critiquer, Donald Trump. Puis bon, je pense qu'on est tous les trois d'accord que c'est une farce et on espère que la farce va se terminer bientôt. Mais on peut se regarder le nombril aussi. Parce que cette exclusion de tout ce qui est différent, on le fait nous-mêmes via les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un se présente dans notre fil Facebook et présente une opinion qu'on considère comme complètement aberrante, on arrête de suivre cette personne-là. On l'élimine finalement de notre paysage de ce qui est rendu un grand espace de débat public, il faut l'avouer quand même, c'est pas méchant que ça soit ainsi, et on élimine cette personne-là parce qu'on ne veut plus qu'elle fasse partie de notre paysage politique finalement. Et le risque que ça entraîne, c'est que on polarise de plus en plus et que nous-mêmes, on adopte des positions de plus en plus rigides parce qu'on est entouré de gens qui pensent un peu comme nous. Et les algorithmes, permettez-moi, Jérémy, de Facebook participent aussi à ça en nous envoyant que des trucs qu'on aime généralement, donc qui correspondent, on peut le deviner, à des idées qu'on aime. Il faudrait justement... il faudrait sortir de Facebook. Il faudrait consulter des journaux différents de nous. Il faudrait consulter, il faut entrer en dialogue. Qu'on le fait encore. J'espère qu'on le fait encore aussi. Puis d'entrer en dialogue, de vraiment entrer en dialogue, c'est pas simplement parler avec des gens qui s'entendent avec nous. Cette notion d'ennemi, je pense, elle est effectivement centrale à une compréhension politique du monde réaliste. Toute la tradition politique, de réflexion politique réaliste qui commence avec Machiavel, il y a 5 siècles, développe un peu ce tracé de la carte géopolitique en voyant les pays alignés s'ils sont ennemis ou amis. Effectivement, c'est pertinent de le faire parce que ça permet de bien comprendre finalement les enjeux géopolitiques. Mais le danger, c'est de trop étendre cette logique-là. Et si on l'étend trop, c'est là qu'on tombe dans le piège du manichéisme, tout simplement. Quand on pense tout en termes de soit avec nous, soit contre nous, on est en train de tomber dans ce manichéisme fondé par Mani au 3e siècle, un Perse, et on polarise tout selon un axe bien mal, sans nuance. En politique, ça peut être correct, mais encore, il y a sûrement moyen de sortir de ça en politique aussi, mais la vie en général, ce n'est pas un film de Walt Disney. On peut pas voir les choses selon tout le temps des gentils et des méchants, puis crier fort quand on a l'impression que quand quelqu'un est méchant, ça ne fonctionne tout simplement pas. Le but du manichéisme, fondé il y a bien longtemps maintenant, il y a 1700 ans quand même, c'était de purifier le bien de tout élément du mal. Les adeptes de la secte manichéenne voulaient se purifier le corps de toute espèce
d'éléments étrangers pour pouvoir atteindre le bien. Manger des fruits. Manger des fruits, c'est ce qui sûrement peut nous aider à le faire le plus rapidement possible. Ne pas manger de viande, toutes sortes d'idées comme ça qui existent encore aujourd'hui, même si on l'appelle pas du manichéisme. Bacon, ben non, il faut éliminer ça parce que ça nous entraîne vers le bas, vers les enfers, forcément. Dans le langage de Donald Trump, purifier le bien de tout élément mauvais, c'est de fermer les frontières. C'est exactement la même idée, c'est de purifier l'intérieur des États-Unis pour qu'il n'y ait aucune notion ou aucune présence d'altérité possible. Et le danger de ça, de refuser finalement les nuances entre amis et ennemis, parce qu'il y a des gens qui sont ni un ni l'autre, le danger, c'est de miner carrément la démocratie, je pense. Et de faire en sorte que ce soit très difficile aussi de vivre en société, parce que ça vient vider de son sens le vrai dialogue. Vous avez raison de le dire, Jean-Philippe, je pense que c'est quelque chose qui se perd énormément. On aime être conforté dans ce qu'on pense, beaucoup plus que de se faire confronter. C'est malheureux, mais c'est la réalité, puis je m'inclus là-dedans, c'est-à-dire que j'aime beaucoup plus jaser avec quelqu'un qui a des positions qui ressemblent aux miennes que de me faire rentrer dedans, permettez-moi l'expression. Jérémy McEwen, professeur de philosophie au Collège Montmorency, merci à vous. On vous souhaite une très, très belle fin de soirée. Un joyeux Noël aussi. Je pense qu'on entre dans cette période-là. Où on peut vous dire joyeux Noël. Aussi. On se reparle en 2016, Jérémy. Salut. Oui, on se revoit. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Le visage pourpre de Trépanier le haineux. Ma première journée d'école fut inoubliable. J'étais nerveux aux aguets comme un jeune animal qui explore le monde inconnu au-delà de sa tanière natale. Je revenais à pied vers la maison après cette journée initiatique qui s'était assez bien passée lorsque je fus rattrapé, coin Notre-Dame et 7e avenue, devant la quincaillerie La Tendresse, par un enfant de l'école, un rouquin tout frisé, le dénommé Trépanier. Il me bloqua le chemin, me poussa une première fois, une deuxième, avant de me coller littéralement au mur de la quincaillerie. Il avait les yeux rouges, le visage pourpre, il soufflait. Je me souviens encore de son haleine, 60 ans plus tard. Sans raison, il me donna un coup de poing au visage. Ma réaction tint du réflexe plus que du courage, le petit animal sauvage que j'étais, frappa en retour, et j'eus la chance inouïe de le faire saigner du nez, emportant de la sorte ce combat sans queue ni raison. Tant de violence enfantine sous l'enseigne de la tendresse. Pourquoi, mon ami, une pareille intimidation, le premier jour d'école? On ne se connaissait même pas. Et là, on se connaissait. Tu allais être Trépanier, mon ennemi pendant 6 longues années de l'école primaire. J'apprenais alors qu'il fallait un ennemi pour créer un héros, il fallait un ennemi pour remporter une victoire. Il n'est rien comme un ennemi pour créer des liens de solidarité et renforcer l'amitié. Car dans la cour de l'école, je m'étais fait des amis qui partageaient avec moi la liste de mes ennemis. Trépanier avait son petit groupe et il terrorisait de nombreux élèves. Nous étions, nous, les bons, et eux étaient les méchants. Le monde avait trouvé son sens. Aujourd'hui, je peux remercier Trépanier d'avoir joué le rôle de l'ennemi parfait. À l'Académie de l'analyse et de la détection des ennemis, il fut le sujet idéal. Je crois que le petit rouquin était plus effrayé comme moi par l'école et par la vie. C'est la peur qui lui donnait ce visage, c'est la peur qui le poussait à se battre. Si nous avions partagé nos craintes plutôt que nos coups, nous aurions découvert un autre pan du monde et nous nous serions enrichis. Je n'aurais pas passé ma vie à avoir une dent contre les roues frisées. La peur de l'autre est une grande architecte. Elle entraîne des débordements dangereux. Adoubée à l'ignorance, à l'envie, à la mauvaise foi, elle peut nous mener très loin. 2 voisins peuvent en venir au coup à propos d'une fleur et d'une clôture. 2 familles feront la vendetta. Remarquable simplification. Il y a eux, il y a nous. Voilà pourquoi les sociétés traditionnelles avaient jadis inventé le jeu. Il leur semblait bénéfique de substituer à la guerre une joute sportive, un tournoi, une compétition. Le match est une petite guerre où il devient alors légitime de démolir l'ennemi le temps d'une rencontre.
Mais où s'arrête le jeu et où commence la guerre? Hier, sur mon fil Facebook, est apparue cette photographie de 1960 représentant une équipe de hockey regroupant des jeunes Algonquins venus jouer dans un tournoi à Nord-Métal en Abitibi. Il est écrit sur leur chandail « Pensionnat indien ». L'ami Facebook qui publie la photo fait aujourd'hui amende honorable et il se désole de son souvenir. Il écrit que les spectateurs alors avaient passé la fin de semaine à insulter les jeunes sauvages, faisant mine de leur tirer des flèches et caricaturant les cris de guerriers indiens au cinéma. Ici, ce n'est plus un jeu, l'adversaire est vraiment un ennemi. Comment en sommes-nous venus à voir dans l'Algonquin l'ennemi de l'Abitibien? La formule devenue célèbre de Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres », donne à réfléchir. Elle invite à exprimer une formule tout à fait contraire. L'enfer, c'est soi, rien que soi. La vie est déjà si adverse, le monde est plus ou moins sûr, l'ennemi fait partie de la famille depuis si longtemps, il apparaît inutile d'en rajouter. Trépanier le rouquin n'avait aucune raison de m'agresser, il se cherchait un ennemi pour se rassurer. Voilà le piège dans toute sa splendeur. Chez l'humain, la peur rassure. Nous nous cherchons des ennemis pour mieux nous définir, et c'est dans nos petites colères aveugles que l'on cherche notre illusion de paix.